On attaque cet exercice du poly de Tossel pour le passage en maths.p. Et voici l'énoncé. Donc on a une matrice nilpotente d'ordre n si et seulement si elle est semblable à cette matrice grand N. L'indice de nilpotence, pour précision, c'est la plus petite valeur entière telle que la matrice m puissance cette valeur est égale à la matrice nulle. Voici donc ce qu'on doit montrer, et on va supposer que n est supérieur ou égal à 2, n égale 1 est un cas complètement inintéressant. On va déjà faire l'implication d'ici vers ici, c'est-à-dire que si m est semblable à la matrice grand N, alors m va être nilpotente d'indice n, c'est-à-dire que m puissance n vaut 0, et que m puissance d est différent de la matrice nulle, quel que soit d dans 1, n-1. Pour montrer l'implication, il faut simplement montrer que cette matrice-là est nilpotente d'indice n. Alors tu peux faire le calcul à la main matriciellement pour voir ce qui se passe. Quand tu vas multiplier, en fait, tu vas soulever à chaque fois la diagonale, et donc tu vas monter, et donc il va y avoir des zéros, et tu peux montrer qu'avant n, en fait, on a des éléments non nuls sur au moins une des diagonales strictes, là, et donc on ne sera pas la matrice nulle, et on sera la matrice nulle que quand on aura élevé à la puissance n. Tu peux faire ça à partir de la formule de calcul des coefficients d'un produit matriciel. Nous, on va le faire avec une méthode un petit peu plus algébrique, et donc on va reproduire la matrice n. Et on va simplement essayer de se rappeler ce que signifie la notation d'une matrice. Qu'est-ce que ça veut dire, ces coefficients-là? Ça veut dire, si on prend cette matrice comme étant la représentation d'un endomorphisme dans la base canonique, que l'image du premier vecteur de la base canonique, c'est vecteur nul, l'image du deuxième vecteur de la base canonique, c'est le premier donc de la base canonique, donc E1, l'image de E2, c'est E1, et l'image de En, c'est donc celui d'avant. Et donc on poursuit le raisonnement. Si jamais il existe un nombre entier d strictement plus petit que n tel que f puissance d est égal à 0, alors en particulier fd de En, le nème élément de la base canonique, est égal à 0. Et donc je vais calculer fd de En. Fd de En, c'est fd-1 de f de En. Et f de En, on avait vu avant que c'est En-1, donc ça fait fd-1 de En-1. Mais de même, si j'en déplace 1 de f, j'aurai fd-2 de f de En-1, ce qui me fait fd-2 de En-2, puisque f de En-1, c'est En-2, d'après ce qu'on a fait avant. Et je fais pareil, je déplace des f jusqu'à ne plus en avoir, j'ai un 0, tu vois, moins 1, j'en ai déplacé 1, moins 2, j'en ai déplacé 2, donc quand j'en déplace d, là j'ai un 0, ce qui me fait en fait l'identité de En-d, ce qui vaut En-d. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois en déplaçant un f, je remonte. F de E3, c'est E2, F machin. Donc F de quelque chose, c'est celui d'avant. Et donc je me retrouve avec un En-d. Mais comme n est strictement plus grand que d, donc ça c'est bien un certain vecteur de la base canonique, et il est censé être égal à 0, ce qui est absurde pour la base canonique. Et donc l'indice de nilpotence ne peut pas être strictement inférieur à n. Check pour ceci, et donc c'est gagné une fois qu'on a ça, puisque vu que l'indice de cette matrice-là, c'est exactement petit n, eh bien, en utilisant cette relation, donc il existe une matrice inversible, peut-être qu'on a ça entre grand M et grand N, j'ai nécessairement que grand M est elle-même nilpotente d'indice petit n. Pourquoi? Parce que déjà, tout ça, puissance petit n, ça va me faire P fois grand N puissance petit n P-1, qui va faire 0, et donc j'aurai bien que m puissance petit n vaut 0. Par contre, si j'inverse la relation, je ne peux pas avoir que m puissance d soit égal à 0 avec un d strictement plus petit que n. Si c'était le cas, en inversant, j'aurais que n puissance d est égal à 0 pour une valeur d strictement plus petite que n, et on a vu que ce n'était pas possible. Donc je rappelle ici les relations que l'on peut déduire de ceci, ça se démontre par récurrence, et ça se démontre en multipliant de chaque côté par P-1 et P. On a donc bien que ceci implique cela. S'il existe une matrice grand P qui vérifie ceci, alors M est d'indice de nilpotence petit n, puisque grand N est d'indice de nilpotence exactement petit n. Le sens direct maintenant, et on va encore une fois se demander ce que signifie la matrice N. Dire qu'on peut trouver une matrice P telle qu'on est ceci, c'est simplement dire qu'on peut représenter M dans une base à l'aide de la matrice N. Donc il faut simplement construire des vecteurs tels que les conditions qui sont données ici sur les images font que on correspond bien à ces coefficients. Donc je veux trouver une base de vecteurs telle que ici l'image du premier vecteur ça donne 0, l'image du deuxième vecteur ça donne le premier, etc. etc. Et toujours en considérant f l'endomorphisme associé, je vais considérer un x dans Rn tel que fn-1 de x est différent de 0. C'est possible puisque fn-1 n'est pas l'application identiquement nulle,
vu que f est d'indice de nilpotence exactement n et que n-1 est strictement inférieur à n. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à cet objet-là? Parce que j'ai du n-1 et je sais qu'en appliquant f, je vais avoir du f puissance n, mais par nilpotence d'indice n, j'aurai que f puissance n de x sera égal à 0. Et du coup, ça me donne un bon candidat pour le premier élément que je vais mettre ici, puisque je veux que son image, ce ne soit que des zéros. Et je veux qu'ici, ça me donne celui d'avant. Donc je veux appliquer f à quelqu'un, tel que ça me donne celui que j'ai choisi en premier, c'est-à-dire exactement celui-ci. Donc ça va être fn-2 de x. Et après, on voit le pattern, puisqu'à chaque fois, je veux celui d'avant, quand je fais une certaine colonne, bien, il suffit simplement de diminuer la puissance de f. Et voilà les vecteurs que je suppose qui vont fonctionner. Alors, il faut s'assurer que c'est une base, et donc on va simplement démontrer que c'est une famille libre. Puisqu'on en a bien n, et donc une famille libre qui contient n vecteurs dans un espace de dimension n, c'est bien une base. Je te laisse démontrer ça en commentaire, je fais la correction si jamais il y a besoin, et on passe à la suite. Et on voit après calcul des images qu'on a bien sûr cette représentation matricielle. Donc grand N est bien la représentation matricielle de l'endomorphisme canoniquement associé à grand M dans la base donnée par ces vecteurs-là. Oui, tu peux checker les calculs. L'image de ça fait bien 0, donc 0 dans la base. L'image de ça fait bien fn-1 de x, donc dans la base, j'ai bien 1 ici qui correspond à lui, et que des 0 partout ailleurs. L'image de celui-ci, ça nous fait fn-2, donc un 1 ici correspondant à la ligne fn-2 et que des 0, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'image de x, c'est f de x, qui correspond bien à cette ligne-là. Et donc d'après le cours, pour obtenir notre matrice P inversible, il suffit d'écrire les vecteurs de cette base en colonne, et ça nous forme P. Qui sera bien évidemment une matrice inversible, puisque c'est une base de vecteurs qu'on a écrit en colonne, et donc on aura d'après le cours la relation que grand M est égal à P fois N fois P-1. Check et check, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, ou si tu veux que je fasse une autre vidéo pour préciser les points que j'ai laissés faire en suspens. Bisous!